Parents et amis avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et Amis. Nous retrouvons Parents et Amis sur Spotify, sur Balado de Apple, sur YouTube et sur Google Podcast, sans oublier bien sûr gillesparent.com. Et on rappelle qu'on a une application très pratique, très aimée du grand public, facilitant les choses sur le Apple Store sans aucun frais. Demeurer en télétravail, revenir à temps plein au bureau ou encore une formule hybride, c'est peut-être des questions que vous avez en tête et que vous avez entendues. En 2 ans, les employeurs comme les employés ont dû s'adapter précipitamment souvent au télétravail sans aucune préparation dans bien des cas. Mais voilà que 54% des télétravailleurs interrogés par la Société d'intelligence économique Morning Consult ont déclaré qu'ils envisageraient de quitter leur emploi si jamais leur entreprise tentait de forcer leur retour. Mon invité est un réputé conférencier, formateur qui parle à des milliers d'entrepreneurs chaque année. Bonjour Simon Saint-Hilaire, comment ça va? Bonjour Gilles, très bien toi? Bien, très bien, absolument. Bien content de te parler. Ça faisait quasiment un petit bout, là. On était dû, Gilles. Ah oui, Finalement, Simon, la grande question dans notre sujet du jour qui est très d'actualité, qui veut revenir au bureau? Hein? Et ta question est formidable, puis je veux juste revenir sur ce que tu viens de dire. Oui. Tu as clairement dit que 54% des télétravailleurs interrogés songent à quitter leur travail si jamais on les oblige à revenir. Mm-hmm. Alors, fait que les gens qui nous écoutent actuellement là, doivent se poser la question de savoir est-ce que je m'en vais dans la bonne direction. Ben oui. Alors, qui veut revenir au travail? Je te dirais que c'est assez partagé. On estime que 52% des femmes souhaitent travailler au moins principalement à distance, contre seulement 46% des hommes. Qu'est-ce qui explique ça? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est le type de travail, le type de tâche? Mais c'est beaucoup plus prononcé du côté des femmes que du côté des hommes. Il y a un autre rapport qui mentionne de quoi d'intéressant, c'est que 86% des travailleurs hispaniques et latinos contre 81% des travailleurs asiatiques et noirs préfèrent un mode en travail hybride ou entièrement à distance contre 75% des travailleurs blancs. Et l'étude attribue ça aux travailleurs des minorités subissant moins de microagressions. Alors, les gens qui sont des différentes minorités disent que c'est plus facile pour eux autres de travailler à distance. Il n'y a pas de gags, il n'y a pas de farces qui se font sur les lieux de travail. Et ces gens-là se sentent moins microagressés. Donc, ça améliore leur sentiment au travail puis ils se sentent mieux dans ça. Alors, fait que c'est assez remarquable ce qu'on voit comme statistique. Mais on se rend compte que c'est à peu près, on pourrait dire quasiment 50-50 là, des gens qui préfèrent ne pas retourner sur les lieux du travail. OK. Donc, puis présentement, la formule la plus intéressante, ça serait qu'est-ce que les gens font? Est-ce qu'on le sait exactement? Je sais que tu as parlé de stats, là, mais est-ce que c'est genre de 3 jours à la maison, 2 jours au bureau? C'est ça qui est le plus pratiqué présentement? Il y a beaucoup effectivement, il y a 3 jours à la maison, 2 jours au bureau. Et encore là, on ne s'entend pas. Les patrons beaucoup de patrons aimeraient 3 jours au bureau, 2 jours à la maison. Mais ça semble être le 3 jours à la maison semble priorisé par les employés. Les gens aiment mieux ça. Puis ça, il y a quand même une tendance qu'il faut réaliser. Hein, c'est que depuis le début de la pandémie, les gens ont pris des nouvelles habitudes. On sait que c'est difficile de prendre des nouvelles habitudes, mais on sait que c'est très, très, très difficile de les perdre. Et alors, les gens ont pris cette habitude-là et je te dirais que le mot-clé, c'est quoi? C'est la flexibilité. Ce que les gens ont découvert, là, dans le fond, c'est que chaque scénario amène son problème. Alors, fait que si demain, Gilles, moi, je travaille pour toi, tu me dis, Simon, tu vas venir travailler 3 jours au bureau puis 2 jours à la maison. Moi, j'ai créé de nouvelles habitudes au niveau de mon épicerie, au niveau de les lifts par rapport à mes enfants qui font peut-être des sports à l'extérieur ou autre, peut-être au niveau du transport pour l'école. Alors, j'ai créé des nouvelles habitudes. Je me suis peut-être départi d'une voiture, peut-être qu'en famille, moi, j'ai des gens autour de moi qui ont décidé, qui ont fait le choix de dire, sais-tu quoi, on ne gardera plus 2 voitures, on va y aller avec une seule. Alors, fait qu'il y a des gens qui ont opté pour ça. Puis là, tu me dis, demain, il faut que tu reviennes au bureau 3 jours, ça commence à être du stock. Alors, fait que ce qu'on se rend compte, c'est que les employés semblent résister à l'imposition. Parce que pendant 2 ans, je leur ai demandé de travailler à la maison. Pendant 2 ans, je leur ai dit, tu fais ce que tu veux, puis je n'ai pas amené trop de vérifications. C'est vrai. Et puis là, je leur dis, tu vas revenir, puis tu vas travailler chez nous 3 jours, et avec un horaire précis. Tu rentres là, puis tu repars à telle heure et tout ça. Hey, c'est 60% de mon quotidien là, professionnel que tu viens de modifier et dans lequel tu viens t'impliquer
d'une manière que j'avais oublié et qui ne me manquait pas comme travailleur. Puis est-ce que Simon est encore dans le règne de l'employé, au-delà de l'employeur, à cause de la rareté du travail, à cause de la pandémie, tout ça est amplifié. On disait un bout de temps où les employeurs, il y avait une offre d'emploi, puis il y avait 10 personnes qui se présentaient. Puis aujourd'hui, non seulement ils ne se présentent pas, ils ne viennent pas, ou ils arrivent en retard de 20 minutes. C'est le monde à l'envers. Il y a bien des employeurs, tu as dû l'entendre en baptême, qui parlent avec tout le monde dans les PME, des situations abracadabrantes qui auraient été inimaginables il n'y a pas plus tard que 5 ans, là. Gilles, écoute, les gens réduisent, on pourrait faire une émission juste là-dessus éventuellement, mais les gens réduisent leurs heures de travail et tout ça, mais les heures d'ouverture des commerces, on était habitués qui étaient ouverts jusqu'à 9 h, puis tu arrives là à 19 h, puis les employés sont en train de fermer la porte, là, c'est. Alors, fait que ça change beaucoup. Alors, les employeurs ont dû faire des concessions. Les employés n'en font très peu. Et puis la raison est bien simple. J'écoutais un restaurateur récemment, bien connu de Québec, qui disait quelque chose, puis je trouvais ça formidable. Il racontait comment c'était difficile pour lui de recruter du monde. Puis il essayait de se mettre dans les souliers de ses clients, pas de ses clients, mais de ses futurs employés, là, en disant, je les comprends, les employés. Il dit, c'est en 2022, là. Il disait, avec la difficulté d'avoir du personnel, là, à moins d'avoir vraiment un enjeu contre toi, là, avoir quelque chose, peut-être un dossier ou peu importe, là, mais à moins que tu aies vraiment un gros défaut, là, c'est sûr que tu vas travailler si tu as moindrement de volonté. Et il dit, les salaires sont plus élevés, les possibilités sont là. Il dit, je vois pas pourquoi un employé travaillerait chez nous s'il n'est pas entièrement heureux de travailler chez nous. Alors, il dit, pour moi, en 2022, quelqu'un qui reste dans un emploi dans lequel il n'est pas heureux, il dit, je ne peux pas comprendre ça. Alors, fait que c'est un peu, je crois, le mood dans lequel les gens sont. Si je me cherche un emploi aujourd'hui, je me dis, moi, je me cherche un emploi, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux travailler 100% sur les lieux de travail? Est-ce que je vais avoir de la flexibilité? Est-ce que j'aimerais ça pouvoir départager ça? Les jeunes, on se rend compte que ce qu'ils aiment beaucoup, c'est la flexibilité. Être sur les lieux de travail, ils ne détestent pas ça parce que, curieusement, sont dans les premiers appartements. Souvent, sont en colocation avec des amis, tout ça. Et le télétravail n'a pas nécessairement toujours été facile pour eux autres. Alors, quand on parle de génération Z, là, les gens qui arrivent sur le marché de l'emploi actuellement, bien, eux autres sont là, puis ils envisagent ça, puis ils disent, moi, ça me tenterait de sortir un peu, il y a quelque chose dans ça, mais j'aimerais ça pouvoir choisir quand je vais travailler. Et alors, fait que c'est une façon d'attirer les jeunes talents aussi, le télétravail. Les patrons n'ont pas le choix d'écouter ça un peu, là. Ils n'auront pas le choix, Gilles, parce que les employés vont dire, écoute, ça ne fait pas chez vous, ça va faire ailleurs, parce qu'il y en a plein qui me veulent. Mais revenons 2 secondes, Simon, sur la pandémie comme telle, puis le fait qu'on a été forcé, d'une certaine façon, pendant un bon bout de temps, à être à la maison, puis même le retour en force dans les édifices gouvernementaux, parce que souvent, le leader, c'est souvent le gouvernement. Quand le gouvernement va ramener, va obliger son monde, on comprend que des grandes entreprises risquent de faire pareil. Mais il y a du nouveau qui s'en vient là-dedans, et on en parlera, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a quand même, après tant de temps, parce qu'on a vu que le public était content de pouvoir retourner au restaurant, refaire certaines activités, fait qu'il y a peut-être des gens qui désirent retrouver une certaine frontière entre le perso à la maison et le travail au bureau. Ça doit commencer à se vivre et à se sentir, ça aussi. Ça apporte quelque chose de fort important et fort intéressant. Effectivement, la frontière, j'aime le terme, je vais te l'emprunter, Gilles. Je t'envoie un chèque par mois pour les redevances. Non, mais c'est vraiment littéralement ça, hein? C'est littéralement ça. Puis Gilles, et on va se dire les choses, par contre, la frontière était déjà très mince depuis plusieurs années. Souviens-toi des premiers téléphones intelligents qu'on avait. Je me souviens, mon premier BlackBerry, là, c'était donc trippant d'avoir ça. Et puis, je me souviens, il y a plusieurs années, je me permets d'ouvrir une parenthèse, je suis au Panama, je suis avec ma conjointe à l'époque, et on est sur le canal du Panama, là, puis on découvre ça, puis je trouve ça fascinant. Et je suis impressionné par tout ce que je vois. Puis là, il y en a un qui a son BlackBerry, puis il est en train d'écrire des courriels. Puis je le regarde, puis c'est donc bien triste. Il est en vacances, puis il est même pas capable d'arrêter. Je trouvais donc que c'était quelqu'un de mal organisé pour faire ça. Et Gilles, je suis obligé de te dire que je suis incapable aujourd'hui d'arrêter 24 heures. C'est qu'à l'époque, on recevait peu de courriels. Aujourd'hui, on en reçoit. Si je lisais une publication récemment dans Forbes Magazine qui disait que les gens d'affaires gèrent en moyenne 138 courriels par jour entrant ou sortant.
Alors, Gilles, tu prends une semaine de vacances, tu te dis, moi, je ne regarderai pas mon cellulaire pendant une semaine. Quand tu reviens, là, c'est 800 courriels. Tu as le goût de vomir, là, tu te dis, je m'en retourne. Alors, fait que c'est certain que les gens, la frontière, elle devient plus mince. C'est que tu as beau dire, je vais arrêter de travailler à 5 heures, tu as ton téléphone dans tes poches, tu t'en sers pour aller sur Facebook, tu t'en sers pour aller voir tes résultats de sport, tu textes à ton fils, tu textes à ta fille, et là, tout d'un coup, il rentre un courriel. Est-ce que tu vas être assez fort pour ne pas aller le voir ou tu vas aller le voir pareil? Et si là, tu vois ça va juste le rester avec titre, toi. mettons quelque chose, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et tu l'ouvres pas. Là, tu restes avec ça dans la tête. Fait que c'est damn if you do, damn if you don't. Hein? Exactement. Puis là, tu es pogné avec ça. Fait que la fameuse frontière, elle était déjà très, 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 très mince. Il y a une réalité, c'est qu'elle s'est encore amincie en travaillant de la maison pour certaines personnes. C'est que ceux qui n'avaient pas l'habitude de le faire ont réalisé qu'ils ont allonger leurs heures de travail. Et souviens-toi, on avait une discussion au début, au début de la pandémie, lorsque le télétravail a commencé, toi et moi, on avait une discussion à savoir comment est-ce qu'on gère le nombre d'heures que les employés vont faire. Et à peu près toutes les statistiques ont démontré que les gens en faisaient plus à la maison, finalement, qu'ils en faisaient au bureau. Il était productif et souvent, il étirait les heures. Il commençait plus tôt le matin. S'il arrivait dans l'endroit où il s'installait pour travailler, admettons, à 8h10, puis il devait commencer à 8h30, mais là, il commençait déjà à regarder leur courriel et tout ça. Alors, la journée était démarrée, puis ça allait, puis ça finissait comme ça. Puis là, pour le dîner, des fois, il allait chercher quelque chose, puis il disait, je vais retourner travailler devant mon ordi parce que je suis tout seul à la maison, peu importe. Mm-hmm. Alors, fait que finalement, les gens ont mis beaucoup d'heures, alors que les employeurs s'inquiétaient de se faire voler du temps. Est-ce que ça peut, juste là-dessus, toi qui donnes des conférences en masse, est-ce que ça peut être les ailes qui sont données par la confiance d'un patron? Tu fais confiance, puis finalement, tu dis, là, j'ai des avantages, je n'ai pas à prendre mon auto, déneiger l'auto, partir dans le trafic, perdre du temps, chez nous, puis je suis content, heureux, ça fait mon affaire, je suis bien dans mon environnement, mon patron me fait confiance, j'en donne plus. Ça se peut-tu, ça, psychologiquement? Absolument. Absolument. Les gens ont aimé l'impression que les patrons qui ont été habiles dans ça, c'est ce qu'ils ont fait. Les gens ont montré à leurs employés qu'ils étaient contents qu'eux acceptent de travailler en télétravail à cause des circonstances. Ils ont trouvé une façon de faire en sorte que ces gens-là seraient bien à la maison, donc ils avaient les bons équipements. Ils sont informés, as-tu une chaise confortable? C'est dans quel milieu tu travailles? Tout ça, ils ont, dans certains cas, aidé à avoir une meilleure connexion Internet, des fois avoir d'autres équipements. Et puis après ça, c'est de dire, je te fais confiance, si l'ouvrage se fait, puis les félicitations d'usage régulière, et puis tu te dirais bravo, merci, tout ça. Et c'est devenu comme naturel à un moment donné. Alors, fait que ceux qui étaient vraiment pas très autocratiques dans leur style de leadership, puis qui laissaient un peu faire, ont été récompensés par leurs employés à ce côté-là. Okay. Et ça, c'est fort intéressant. Puis ça, ces employés-là, la frontière, ils la trouvent pas si difficile que ça parce qu'ils sont adaptés à ça, eux autres. Mais en même temps, de retourner du jour au lendemain avec un horaire très, 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 très précis, ça devient très compliqué pour eux autres. Est-ce que ça se peut aussi, Simon, que le fait peut sortir de chez nous, pas obligé de s'habiller, j'espère qu'on se lave pareil, là, tu comprends? Mais le fait de ne pas être obligé de... On peut rester en mou, comme on dit, on peut avoir une chemise si on a un zoom, mais quasiment en pyjama en dessous. Il y a un côté qui... Est-ce que la nonchalance peut aussi nous amener à se dire, ouais, je suis tellement bien de même que ça me tente... On dirait que ça me tente plus de retourner au bureau. Quand c'est ton habitude, tu y penses même pas, c'est ça la vie. Mais là, tu as comme un nouveau choix, tu as comme deux choses là, vraiment qui se confrontent, qui peuvent cohabiter. Mais moi, je pense que tu peux avoir une nonchalance qui s'installe aussi quand tu es si longtemps sans aller au bureau. Écoute, c'est drôle que tu me dises ça parce que quelqu'un récemment me disait, puis il travaille dans un domaine très, très scientifique. Là. Okay. Il travaille partout sur la planète et il me dit, je suis rendu sauvage. Et c'est vraiment le mot qui est utilisé. Moi, je crois ça. Ah oui, puis il dit, Simon, je suis vraiment sauvage. Lui, il était habitué de voyager, même en Russie, là, de par son travail. Il voyageait partout sur la planète. Et puis... Et là, il se retrouve du jour au lendemain où il est presque confiné pendant 2 ans. Et il dit, je suis tellement rendu sauvage. J'ai plus le goût de sortir, j'ai plus le goût d'aller rencontrer les gens et je m'habille plus. Il est vraiment dans ce contexte-là. Alors, ce que tu mentionnes là, on le remarque. Et puis, je te dirais que pas juste nonchalant comme... sortir, c'est compliqué. Hein? Quelqu'un disait, là, je me souviens d'un entraîneur de gymnase, il disait, le plus dur, c'est de fermer la porte chez vous. Là. Une fois que tu es parti, tu as ton sac de gym, tu as barré ta porte, puis tu rentres dans ta voiture, tu es en route vers le gym, puis tu es rendu. Là, mais le plus dur, c'est entre tu es chez vous, puis je dis, il fait pas beau, comment je m'habille? Ça me tente pas. Qu'est-ce que je vais faire? Puis il dit des fois, il y a des gens qui vont prendre 1h30 pour se rendre du divan
à aller à la voiture. Et puis après ça, ils vont aller s'entraîner 1 heure. Alors, mais ils ont pris 1h30 juste pour y penser. Peut-être un petit sac de chips en passant. ben, parle pas de moi de même, Gilles. Mais sauf que, mais t'as raison. C'est que effectivement, je pense qu'il y a des gens qui sont devenus nonchalants. Mais tu peux être nonchalant aussi dans l'ouvrage. Il y a des gens qui le sont devenus. Pas juste au niveau des sorties comme... Ben, je suis à la maison, je suis plus relax. Et puis, et dépendamment où ils étaient installés, si je travaille, admettons que j'ai une espèce de bungalow, je travaille à la table de cuisine comme plusieurs l'ont fait, mais j'ai aussi une télécommande de télévision à côté, là, puis, et dans une situation comme on retrouve actuellement, où avec la guerre en Ukraine, ben, la personne dit, je vais regarder, voir ce qui se passe. Je vais aller sur CNN, voir qu'est-ce qui se passe pour voir comment ça va le conflit, tout ça. Et il y a des gens qui sont devenus un peu nonchalants de ça. Et je te dirais que c'est souvent les mêmes. C'est quelqu'un qui est capable de s'acheter un bicycle stationnaire, puis l'amener à la maison, puis s'en servir réellement, ne sera jamais nonchalant au niveau du travail, c'est. Mais c'est combien de personnes, ça, qui ont été capables de vraiment l'utiliser, autre que pour s'en servir pour faire sécher des manteaux d'hiver. Alors, fait que... Ou dire que j'en ai un. Ouais, ben c'est ça. Hein? Alors, la nonchalance, effectivement, s'est installée. Par contre, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que pour les gens qui demeurent à la maison, qui continuent en télétravail, ben tu as le retour aux activités normales. Donc, tu es capable d'organiser un 5 à 7 pour un collègue qui part. Oui. Tu es capable d'organiser un dîner d'équipe. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que pendant plusieurs mois, on était privés de tout à la fois. Alors que là, ben il y a graduellement, il y a des choses qui reviennent, c'est vrai. Ben oui. Alors, fait que si je peux aller dîner avec mon collègue, puis je retourne à la maison. Alors, fait que le parascolaire, si on peut appeler ça de même, est de retour. Et ça, je pense que ça aide les gens à ramener une certaine motivation, ceux qui commençaient à être blasés à la maison. On va regarder les nouvelles tendances. Il y a toutes sortes de choses vraiment intéressantes que nos nombreuses lectures, mon cher Simon, nous ont amené à vouloir étoffer un peu avec nos amis qui écoutent ce balado. Parlons des tracances. C'est un nouveau terme, ça doit être une traduction, cool, hein? je sais pas. Tra pour travail, puis cances pour vacances, c'est ça? Ben exactement. C'est une contraction des mots travail et vacances. Bon. Puis c'est pas entièrement nouveau, hein? Ça date de quelques années, mais ça connaît réellement un regain de popularité là, auprès des employés et des employeurs depuis le début de la pandémie là, de la COVID-19. Et c'est un phénomène fantastique. Dans le fond, c'est quoi? C'est que je prends des vacances, mais je vais travailler pendant que je vais être là-bas. Alors, fait que, admettons, moi, Gilles, je travaille pour toi demain, puis je te dis, Gilles, j'ai de la famille en Europe, j'aimerais ça aller là-bas. Je travaillerai quand même, je vais travailler à distance, mais je terminerai à 15 heures pendant que je suis là-bas, heure d'ici, on s'entend. Et puis après ça, ben, je profiterai de mes fins de semaine, puis je prendrai des week-ends de 3 jours. Mais je vais quand même avoir contribué pendant 3 semaines. Je vais avoir été... je pourrais dire, sur mon poste de travail, quand même 12 jours ouvrables, donc 4 jours par semaine. J'ai profité du reste de mes après-midi. Ça m'a permis davantage d'avoir l'impression de ne pas être chez nous puis de ne pas être juste en train de travailler. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens adorent ça. On sait qu'il y a des gens qui ont investi au niveau du camping. Ils sont achetés des roulottes, des campeurs, la van life qui... Oui. Plus à la mode que jamais. Certains sont achetés des chalets. Il y en a qui ont commencé à envisager acheter des résidences ou d'autres propriétés à l'extérieur du pays. Et quand tu as la possibilité de permettre à tes employés de dire, ben vas-y, pars quelques semaines par année comme ça pour faire des tracances, ben la personne a un moins grand besoin de vacances. Ça lui permet de recharger les batteries. Et il y a l'impression que le travail devient une partie excitante. Là, c'est-à-dire que hey, c'est cool, je travaille à 15 heures, puis à 15 heures, je m'en vais, puis à 15h30, je vais sur le terrain de golf, là, et je vais avoir du plaisir, je vais jouer ma game de golf. Simon, tu l'as entendu, tu parles du golf, tu as entendu combien de gens qu'on connaît qui ont, exemple, des propriétés ou des VR en Floride, ils vont dire, moi, tous les matins, je fais ma revue de mes courriels. Mettons, je travaille 2-3 heures tous les matins, puis après ça, l'après-midi, je vais jouer au golf, la piscine, puis tout. Fait, d'une certaine façon, quand tu peux le faire parce que c'est ton propre patron, c'est une chose, mais quand tu peux le faire parce que son entreprise le permet, le but, c'est que souvent, tu n'aimes pas que, mettons, une période estivale ou une période de vacances, tout le monde part en même temps, puis les activités sont complètement presque arrêtées. Dans le fond, dans ce cas-ci, si tu fais une couple d'heures par jour, puis tu as un poste stratégique, tu es capable de faire des suivis si tu le fais 3-4 jours par semaine. Puis moi, je pense aussi que l'employé se dit, tabarouette, j'ai une maudite bonne entreprise qui me permet de profiter de la vie, mais faire ma job en même temps, qui comprend ça, qui ne me coupe pas mes vacances nécessairement pour ça, mais qui me permet d'alléger mon travail. D'après moi, ta rétention, ta gagne là aussi.
Ben, écoute, tellement. J'ai personnellement, moi, 3 semaines de vacances. Là, j'ai pris ça pour la première fois l'an passé. Mes amis me disaient, c'est bon, je t'ai jamais vu prendre 3 semaines de vacances. J'ai adoré, mais j'avais hâte de recommencer. Et 3 semaines, je trouve ça long. Là, par contre, dans la dernière année, je suis allé travailler à l'extérieur. Alors, fait que je suis allé aux États-Unis à 2 reprises dans des endroits différents. Et je travaillais quelques heures par jour comme ça dans l'endroit où j'étais. Je faisais mon ouvrage. J'ai même fait quelques conférences à distance comme ça, sans que les gens s'en rendent compte. Ça n'a rien changé à ma performance ou à mon type de travail, mais à la fin, j'étais avec ma conjointe, on va au resto, on va s'amuser, on fait une activité, on va voir un spectacle. C'est absolument fantastique. Écoute, je te dirais que les vacances sont nécessaires pour l'employeur d'aujourd'hui. Moi, si je suis un employeur aujourd'hui, puis je vais attirer des jeunes talents, les vacances doivent faire partie de ce que je vais offrir. Tu vas l'offrir même avant qu'on te le demande, dans le fond, Simon. Absolument, absolument. C'est que moi, je rencontre quelqu'un aujourd'hui, j'ai une entrevue cet après-midi, admettons, à 15 heures avec un jeune talent que j'aimerais recruter pour venir travailler chez nous. Je vais lui parler qu'on offre des vacances. Il y a une statistique qui est intéressante. Tu connais le site le site de réservation Kayak, oui. Qu'on connaît, oui. Qui était très nord-américain. Bien. Et puis, ils ont fait un sondage en décembre dernier auprès de 1000 personnes. Et, mais ils l'ont fait au Canada. 27 des Canadiens vont prendre des vacances cette année. 27 Et dans ça, on dit que c'est 38 de la génération Z âgée entre 18 et 24 ans qui vont prendre des vacances cette année. Alors, fait que quand tu es capable de l'offrir, il y a même une société à Toronto qui s'appelle Media Profile qui permet à ses employés qui travaillent dans l'entreprise depuis, Gilles, au moins 6 mois. Pas 6 ans, 6 mois, de prendre entre 2 et 4 semaines pour travailler à distance. Et il leur offre en plus un maximum de 3 000 $ pour leurs frais de déplacement et d'hébergement. Wow! Alors, fait que non seulement ils le proposent, mais ils l'encouragent, puis ils s'organisent pour que ça arrive. Et ils se sont rendus compte que ça leur permettait d'attirer les meilleurs jeunes talents, de les garder, mais aussi, ça a un effet d'attraction. C'est que moi, si je termine mes études cette année, j'ai 26 ans, je viens de me dénicher un emploi auprès de ta corporation. Je suis content, j'aime ça, mais j'ai des amis, j'ai des gens que j'ai côtoyés qui ne terminent pas nécessairement en même temps que moi. Ils vont peut-être finir leur bac dans 6 mois, dans 1 an. Je vais leur dire, viens travailler chez nous, c'est cool, il y a des vacances. Et c'est vraiment ça. C'est attrayant pareil, là. Ben, j'aurais tellement aimé ça. À une époque, Gilles, souviens-toi, lorsqu'on était jeunes, oui. J'aurais passé ma vie en vacances. Moi, ça aurait été parfait. Mais il faut que je parle parmi les changements qui s'en viennent, ou je dirais, en anglais, on dirait les concerns, mais les préoccupations importantes des entreprises. Une des choses qui a été dite, on en avait parlé ensemble, j'en ai parlé surtout avec Martin Derico, qui s'occupe plus d'immobilier. Lui, il me disait, une des grandes questions, on a même évoqué ça tantôt en parlant du gouvernement, c'est qu'il y a énormément dans les grands centres-villes d'édifices 30, 40 étages où c'était des bureaux qui sont presque vides aujourd'hui. Fait que la question qu'on se posait il y a à peu près 1 an, on se disait qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Une des possibilités, c'était transformer ça en condo ou transformer ça en hôtel. Puis plusieurs ingénieurs et autres ont dit ça n'a pas de bon sens, c'est pas fait, c'est pas toute la même construction, les murs sont pas aussi isolés. Tu peux pas transformer ça en appartement si facilement que ça. Non, effectivement. Fait que là, l'autre questionnement, puis je sais que tu as lu là-dessus aussi, puis c'est pour ça que je veux qu'on en parle, comment les employeurs et même les locataires d'édifices comme ça au centre-ville qui ont perdu de la location, qui veulent attirer du monde, comment ils vont faire pour encourager un retour physique? Parce qu'il y a des employeurs qui vont dire, c'est bien beau les vacances, c'est bien beau la formule hybride, puis travailler à la maison, mais ils disent, si je veux transmettre l'ADN de mon entreprise, si je veux être capable de faire une coopération plus constante, de bien que mes dirigeants ou que même mes employés se connaissent bien, il va falloir se voir de temps en temps, un équilibre là-dedans pour éviter que ça... Clairement. Tu comprends? Fait que là, il y a des entreprises puis je sais qu'on va en parler, c'est ça qui est le fun, des entreprises et des locataires qui commencent à avoir des idées émerger pour être capables peut-être d'amener les employés plus facilement à revenir au moins en partie au travail. Écoute, je suis content que tu amènes ça, puis je sais que tu en as effectivement, tu as effleuré le tout avec Martin Derico, puis c'est formidable comme changement ce qui est en train d'arriver dans les entreprises à ce niveau-là. Te souviens-tu de l'époque où les gens disaient « on a un gym » les entreprises, c'était une tendance, à un moment donné, là, ils se faisaient construire un gymnase, puis ils étaient donc fiers. Une cuisine. Puis une cuisine, après ça, effectivement. Et c'était une façon pour eux autres là, d'attirer les gens. Et on se rend... Alors, fait que
tu l'as dit, il y a des édifices qui sont totalement vides. Je vois des fois, je regarde des stationnements, c'est vide. Il y a 2, 3 douzaines de voitures, alors qu'il y a des possibilités, des fois, jusqu'à 1000 voitures dans le stationnement. Puis là, tu regardes ça, tu dis comment ces gens-là vont être capables de ramener du monde. Ouais. Il va falloir que les promoteurs immobiliers travaillent de pair avec les employeurs. C'est-à-dire que, selon moi, puis selon ce que je lis, les gens doivent essayer de s'organiser pour créer un genre de milieu de vie sur place. Ça ne peut pas être juste le travail. On a parlé tantôt du côté pratique, commodité que les employés ont découvert. J'ai pas été au garage changer mes pneus, Gilles, ça doit faire à peu près 8-9 ans. Il y a quelqu'un qui vient chez moi chaque année, il entrepose mes pneus, il vient chez nous, il pose mes pneus, ceux de ma conjointe. Tout ça se fait pendant que je suis en train de souper. Et puis, il repart avec son véhicule, je signe ma facture, puis je paye ça, puis il est reparti, puis on se revoit la saison suivante. Alors, fait que faut penser à ce qu'on trouve dans les grands hôtels, avoir une espèce de concierge au travail. Un concierge pour la vie des employés qui pourrait être géré en partie par le bureau, qui sera une façon d'attirer les gens au bureau. Puis tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, la petite poque dans le rétroviseur qui a brisé, on n'a pas le temps d'aller chez Lebeau, mais il y a quelqu'un qui va le faire à notre place. Le nettoyeur chez qui on n'a pas le temps d'aller. À la rigueur, nos enfants qui jouent au hockey, puis là, on est mal pris un après-midi pour aller les reconduire. Il y aura un chauffeur. C'est-tu ce genre d'affaires-là dont on parle? Exactement ça, Gilles. Il va y avoir un chauffeur sur place qui est capable de dépanner les gens à ce niveau-là. Un genre de service à la carte. Oui, je comprends. Alors, fait que moi je suis le promoteur immobilier, puis je vais donner ces services-là à mes locataires. Alors, mes locataires, eux autres, pour attirer leurs employés puis s'assurer que des gens reviennent. Va être porté à aller chez vous, stuff tout ça, dans le fond, c'est ça? Ben oui. C'est que tantôt, il y a quelqu'un qui vient pour des examens de la vue. Tantôt, il y a quelqu'un qui vient pour offrir des massages. Il y a quelqu'un qui va venir pour... écoute, j'ai même vu des entreprises qui ont commencé à permettre aux employés d'amener leurs animaux de compagnie. Hein? Ça existe chez Amazon. Chez Amazon, tu as le droit. Tu peux travailler avec ton animal. Alors, tu vois, hein, c'est fantastique. Et puis, ils sont... Tant qu'il n'y a pas trop des gens allergiques autour, c'est pas pire. Possiblement. Puis, c'est ce qui est intéressant. Tu l'as dit au début, hein, chaque solution amène son problème. Alors, fait qu'il n'y a pas une solution qui est parfaite à 100%, mais il faut créer un genre de milieu de vie. C'est sur la rive sud de Montréal, il y a le 10-30 qui est bien connu. Je pense partout au Québec, les gens ont une idée, c'est où le 10-30 et tout ça. Et à la base, quand tu regardes ça, c'est des gens de Devimico, quand ils ont créé ça, ben c'est un genre de milieu de vie. Tu retrouves quoi dans ça? Tu as le service hôtelier, tu as une salle de spectacle, tu as des restaurants, tu as des gymnases, tu as de l'entertainment, tu as à peu près tout. Quelqu'un pourrait vivre dans ce quartier-là sans à peu près jamais sortir. Là. On s'entend, là, tu peux pas faire du ski à Longueuil. Plaisant-Ville, comme dans le film. C'est entièrement ça. Alors, fait que quand on regarde ce qui est en train de se faire, je regarde ce qui est en train de se faire autour de Place Fleur-de-Lys, quand on a connu ce que Place Fleur-de-Lys était. Moi, j'ai travaillé là chez Zabi Chicago, Gilles, à une époque, quand j'étais étudiant. Et je regarde... Ça fait chez Woolco dans le temps. Il y avait Woolco, il y avait Greenberg, il y avait Hart, il y avait Distribution Consommateur, et puis tout était là. C'est une révolution qui s'en vient là. C'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire, selon moi, ou ce qui était capable d'avoir. Il va y avoir des espèces de jardins extérieurs, il va y avoir des espaces verts. Tu as l'aspect académique avec le campus d'université qui s'est installé là. Des commerces variés, tout ça. Et non seulement, moi, je suis convaincu, je peux me tromper, mais je suis convaincu que ça va revitaliser ce coin-là au complet. Ça va changer la clientèle en quelque sorte. Et puis, les gens qui vont rester là vont trouver ça pratique. Si tu as tout autour de toi, les environnementalistes seront heureux de savoir que probablement on va utiliser moins nos voitures. Peut-être qu'il y a moins de besoin d'en avoir une aussi. C'est une économie pour moi si je suis capable de faire ça. Alors, je pense que ce genre de choses-là va arriver. Alors, fait que ça, c'est deux éléments majeurs, Simon, de transformation. Les grands édifices, pour ramener le monde, ça va être d'offrir plus de services, de travailler avec eux autres, et pourquoi pas même avec la communauté. Ce que Place Fleur-de-Lys va faire, c'est de prendre des grands étangs, des étendues d'asphalte avec des bâtisses plus ou moins obsolètes dans certains cas, les ramener à autre chose, faire des petites rues là-dedans, recréer d'une certaine façon ce que Griffintown fait à Montréal et ce que le 10-30 fait, un mélange des deux. Ça, c'est une chose pour les centres d'achat. Ça veut dire qu'il y a d'autres centres d'achat qui vont être revitalisés de la même façon.
façon, on le sait. Parce que les grandes compagnies, prends Simons, si tu parles à Peter Simons ou le nouveau directeur qui est là, il va vous dire que la croissance, ça se fait bien plus sur le web que dans les magasins. Fait qu'on peut présumer qu'un jour, les magasins vont être trop grands. On peut tout voir venir ça. Donc, et pour les édifices au centre-ville, et pour ça. Donc, c'est une transformation que et les employés et les employeurs vont voir, je pense, d'un bon œil d'une certaine façon. C'est plus proactif. Oui, puis en ayant, Gilles, deux types de locataires, si j'ai du commercial, c'est-à-dire des bureaux, disons commercial, on va parler de centre d'achat, on va parler de boutiques, magasins et autres, mais que j'ai des espaces de bureaux dans ça, c'est une clientèle aussi qui va magasiner. On parle de commodité, c'est pratique. Sur mon heure de dîner, je peux en profiter pour aller m'acheter une paire d'espadrilles, je peux aller m'entraîner, je peux aller marcher à l'extérieur, je peux aller au resto. Je peux tout faire ça dans un milieu de travail, ça devient intéressant pour les gens. Et alors, fait que ça, je pense que c'est une des choses. Et le promoteur immobilier, avant, c'était le pied carré. Hein, tu le sais, c'était le pied carré. Et puis là, c'était chaque pied carré doit être utilisé. On ne peut plus penser comme ça. Il faut vraiment revoir la structure, de dire, OK, ça va être des espaces mixtes et des espaces où les gens vont pouvoir utiliser tout ça. Et pas y aller en vase clos, là, vraiment ouvrir ça, de créer quelque chose. Il y a un bureau à Montréal, là, sur la Gauchetière, là, pas de la Gauchetière, ce que c'est Gauchetière? Tu me corrigeras, Gilles, probablement que tu le sais, mais l'édifice dans lequel il y a une patinoire et à toutes les fois, je vais donner des formations. C'est ça, Gauchetière, presque c'est Gauchetière, hein? Ouais. Et puis à chaque fois que je vais donner des formations dans cette bâtisse-là, j'ai plusieurs clients dans cette bâtisse-là, puis je regarde le midi, je regarde les gens patiner, puis je suis envieux à leur place. Là. Je me dis, tu parles, j'aurais aimé ça travailler dans un endroit où je pouvais mettre les patins tous les jours pour patiner. Mais sans avoir... Je suis pas en train de dire que les gens doivent avoir des patinoires dans leur bâtisse, là, c'est pas ça, sauf que il faut vraiment que tu aies un niveau de vie, mais que tu aies de quoi. Et ça peut pas être juste ton employeur. Donc, les employeurs doivent aider. Autant les promoteurs immobiliers que les employeurs vont falloir qu'ils pensent... En même temps, on parlait du règne des employés, mais de créer un milieu de vie qui va être intéressant. C'est peut-être de cette façon-là qu'ils vont être capables de ramener les employés en présentiel. Est-ce que les employeurs devront l'exiger s'ils croient vraiment qu'il faut qu'ils viennent? Parce qu'entre laisser un libre choix total, exiger une partie de... Je ne sais pas si pour les bains des patrons, ça va être compliqué, mais il me semble que ça va être difficile d'être uniquement en télétravail puis de ne plus avoir de présence. Ça va être très dur. Écoute, est-ce qu'on peut l'exiger? On peut probablement exiger une certaine partie. Mais encore une fois, je reviens à ce qu'il faut réaliser, c'est que la fameuse pandémie, là, c'est du jamais vu. On n'a jamais vécu ça. J'ai pas de mémoire dans la littérature, peu importe, où les gens ont été 2 ans chez eux. Non. J'ai pas vu ça. Et puis, de toute façon, c'est généralisé, non. Absolument. Et je regarde les scènes en Ukraine, puis on se rend compte que dès qu'une ville semble un petit peu... dès que les Russes semblent quitter le territoire, les gens recommencent leurs activités. Là, Il y a un besoin de ça. Alors, pendant 2 ans, on a mis tout le monde... vraiment, vraiment sur pause. Alors, fait que, est-ce que je peux l'exiger? Je pense qu'on doit exiger un minimum, mais il faut quand même réaliser ce qui est arrivé. Pendant 2 ans, on a dit aux gens, allez travailler chez vous, on a besoin que vous acceptiez ça, on n'a pas le choix. Allez travailler chez vous, puis organisez-vous pour être heureux dans ça. Et pendant 2 ans, l'ouvrage s'est fait, ça a bien été. Puis là, du jour au lendemain, tu dis, je t'oblige à revenir. Hey, un instant, tu t'es installé une commodité, tu as peut-être gagné 45 minutes de sommeil par jour parce que tu n'as pas à te déplacer. Ça peut paraître banal, là, mais pour bien du monde, c'est quelque chose d'important. Ensuite, tu mangeais plus tôt le soir parce que tu n'étais pas dans le trafic au retour. Tu faisais davantage à manger parce que tu avais le temps de le faire aussi. Tu passais plus de temps que tes enfants, les devoirs et tout ça. Et là, du jour au lendemain, je te dis, tu vas arrêter ça. Alors, le confort que tu t'es donné et que la situation t'a donné pendant 2 ans, je te le retire de nouveau. Gilles, tu as des enfants, là. As-tu déjà été capable de retirer une permission que tu avais accordée à tes enfants? À part avec un fusil dans les mains, non. Et c'est une blague, évidemment, j'ai jamais fait ça. Là. Ouais, mais non, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'on se dit comme parents, on essaie d'être parfait, on ne l'est certainement pas, mais essayons de ne pas promettre des choses qui seront pas réalisables. Là, c'est plus jeune, moi, si mes parents me disaient à partir de maintenant, tu peux rentrer à 11h, plus jamais tu peux rentrer avant. Tu peux dire tu vas rentrer à 10h après. Non, j'ai déjà rentré à 11h. Alors, c'est ça. Ouais, mais c'est Simon, ça, on était pire que ça. Parce que quand il me disait tu as le droit à 11h, même si à 10h20, on avait fini, on étirait. Il n'était pas question qu'on se fasse ça. 10h20, c'est bon. Non, c'est 11h. Fait que on s'accotait sur le mur du garage, peut-être regarder un de nos chums fumer une cigarette, mais on ne rentrait pas avant 11h.
et plus jeune, mes parents disaient, tu rentreras quand il fait noir, puis on s'obstinait à savoir, il fait pas si noir que ça. Le soleil est Alors, pas complètement... Il y a de la lumière. C'était une variété, c'était un échantillonnage assez large qu'on pouvait utiliser. Oui, c'est bon. Mais pour en revenir aux promoteurs, là, il va falloir qu'ils travaillent, qu'ils s'assoient vraiment avec leurs locataires. Leurs locataires, c'est-à-dire, puis dire, bon, ben, comment est-ce qu'on peut vous aider à ramener du monde chez vous? Parce que un va pas sans l'autre. Et puis, il y a des changements qui devront être faits. Moi, je pense que si aujourd'hui, je suis un promoteur, puis j'ai un local qui est vide depuis 2 ans, puis j'ai l'impression que sans faire de changement, il va se louer tout seul, là, ça n'arrivera pas. Mais non, ça n'arrivera pas. Je devrais peut-être même reconsidérer l'usage de ce local-là en disant, écoute, est-ce que je ne serais pas mieux de renoncer aux revenus que ce local-là peut m'apporter et justement créer une espèce de lieu interne qui va amener quelque chose d'intéressant pour les employés de mes clients, qui fait qu'en sorte qu'eux autres vont renouveler. Parce que l'autre chose, c'est que les locataires, Gilles, ils regardent ça et ils disent, hey, moi, je paye tant de dollars du pied carré. J'ai des immobilisations importantes en termes de mobilier de bureaux, technologie, tout ça. Et il n'y a personne qui utilise ça. Puis que je vais continuer à payer tout ça pendant les 5-6 prochaines années. Des fois en double. Hein? Si tu l'as au bureau et que tu l'as offert à tous les employés à leur maison, c'est 2 dépenses. Là. Totalement. Alors, fait que c'est là que ça devient un enjeu. Alors, fait que ces gens-là doivent travailler ensemble. Ils doivent revoir la façon dont c'est fait. Et quand je pense au 1030 Griffintown, ce qui est en train de se passer à Place Fleur-de-Lys, la mutation est en route, hein? La mutation est en route. Absolument. Puis, et moi, je pense sincèrement que les gens doivent s'inspirer de ça puis regarder, voir qu'est-ce qu'il y en est. Simon, on pourrait même aller plus loin. C'est-à-dire que quand tu parles, ce qu'on est en train de dire, c'est comment ramener le monde sans les forcer. Ce serait d'offrir quelque chose qui va les aider dans leur vie de tous les jours. Par exemple, toutes les commissions, prendre des rendez-vous chez le dentiste, les achats en ligne. Peut-être même, il y en a qui parlent de salles d'entreposage au lieu d'avoir tous les repas préparés, les good food, puis tout qui arrive à la maison, qui se font voler une fois sur 2. Mais tu fais un entrepôt dans des grandes entreprises. Tu peux avoir ça, un entrepôt peut-être avec des frigères. Donc, tout ce qui est livraison, tout ce qui est Amazon, tout arrive au bureau, tu le ramasses. Tu as ton casier, tu ramasses ça le soir, c'est sécurisé. Fait que, tu sais, c'est pratique pour toi. Puis, tous les petits services. Fait que, non seulement il y a ça, mais on peut imaginer que si tu fidélises ou que tu donnes des avantages aux gens de venir sortir de chez eux, prendre l'air et tout, tu peux aussi faire la même chose avec tout ce qui s'appelle la communauté autour. Les restaurants, entre autres. Les restaurants sont très tributaires du fait qu'il y ait des employés ou pas. Fait que si les restaurants jouent la même game que les promoteurs et les autres, s'ils embarquent dans le bandwagon, comme on dit en québécois, mais ils pourraient faire la même chose en disant, écoutez, si vous venez manger 3 repas par semaine, le vendredi, c'est gratis pour vos employés chez nous. Oh, attends un peu. Là, le monde, tu comprends, tu pourrais jouer la même game, tu pourrais en arriver à faire une fidélisation des restaurants, ce qui fait que les gens diraient, je vais 2-3 fois par semaine, puis sais-tu, c'est avantageux, il y a 2-3 restaurants qui nous offrent Fait que quand on arrive le vendredi, quand il y a une fête, ben c'est 50% de moins. Ah ouais? On voit ça au McDo, quand tu prends 9 cafés, le 10e est gratis, mais tu vois, non, mais pourquoi pas l'étendre? C'est dans la même lignée. C'est une formidable idée. Puis écoute, je vais ajouter quelque chose qui s'est fait. Tantôt, on disait 3 jours à la maison, 2 jours au travail. Ouais. D'après toi, Gilles, c'est lesquels les jours que les jeunes veulent moins aller travailler? Lundi, vendredi. Si tu leur offres le choix? Ben oui. Alors, fait que là, il y a des employeurs qui se retrouvent avec personne le lundi, vendredi. Alors, fait que là, tu sais, quand je disais que chaque solution amène son problème. Oui. Alors, fait que là, il y a des employeurs qui ont commencé à faire quoi? On va offrir le déjeuner et le dîner le lundi et le vendredi et vous pouvez quitter à partir de 16 heures. Oh, OK. Alors, fait que là, ça devient intéressant. Fait que là, l'employé, il dit, ouais, c'est sûr que le mercredi, c'est le fun. En même temps, le vendredi, ben je déjeune sur place, je dîne là, ça me coûte rien. Puis à 16 heures, j'ai fini. C'est quand même pas si pire. Alors, fait que ça, il y a des gens qui ont commencé à utiliser ça et c'est quelque chose qui semble fonctionner. J'ai un client, moi, si je peux me permettre, à la Valtrie, et je donnerai peut-être pas le nom de l'entreprise. Là, il y a sûrement des choses qui leur appartiennent dans ça, qu'ils ne veulent pas nécessairement partager avec tout le monde, mais c'est un employeur qui doit attirer des jeunes talents. Okay. C'est au niveau des hautes technologies, tout ça. Et la première fois que je suis allé donner une formation là-bas, Gilles, j'étais flabbergasté. Le propriétaire se promenait nu-pied dans la bâtisse. Et puis, le matin, le déjeuner est offert pour toute l'entreprise. Pas le lundi ou le vendredi, c'est tous les jours. Il y a vraiment une cuisine sur place. À la pause, là, il y a des tables de soccer, il y a des tables de pool, il y a des jeux de hockey, des choses comme ça. Et ils se font des compétitions à l'interne. Alors, fait que à la pause
les gens se garochent parce qu'ils ont leurs 20 minutes de pause. Et pendant ce temps-là, autour, là, il y a des employés que leur fonction, c'est de venir remplir les bacs autour pour les collations. Alors, fait qu'ils vont mettre un bac dans lequel il y a des bouteilles de jus, des bouteilles d'eau, de liqueur. Ils veulent pas dire... Ils disent aux gens, vous devriez bien manger, mais on vous forcera pas. Là, alors, fait que il va y avoir une pomme, puis il va y avoir un chips à côté. Ils veulent s'assurer que c'est pas moi qui t'écœure. Ah, ben ça, j'aimerais ça. Si t'en trouves, tu m'en envoies un sac, s'il te plaît. Et puis, alors, fait que... mais eux, écoute, ils sont à Lavaltrie. On parle pas de Montréal, on parle pas de Québec, on parle pas d'un grand centre. J'ai rien contre Lavaltrie, là, mais il y a un paquet de gens qui nous écoutent aujourd'hui qui entendent le mot Lavaltrie pour la première fois de leur vie. Là. Et puis, eux réussissent à attirer des gens. Et puis, non seulement de les attirer, mais ils les gardent et les gens sont excités d'aller travailler là. Mais il y a vraiment... Tout se fait autour du jeu. Tu dînes sur place. Il y a vraiment beaucoup de services. Il y a des vélos qui sont fournis par l'employeur, là, qui sont vraiment là, sur place. Alors, les gens peuvent venir travailler, admettons, à la limite en voiture ou en transport en commun, mais sur l'heure du midi, ils peuvent prendre un genre de Bixi, finalement, mais c'est les vélos d'entreprise. Et je peux aller faire mes commissions autour. Okay. Ils ont ce genre de choses-là, comme tu parlais d'Amazon et tout. Et donc, les gens se sentent bien au travail, aiment ça, puis ils vont retrouver leurs amis là-bas. Alors, fait que ça, c'est intéressant. Fait qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être faites. Bien sûr. Liées à ça. Et ça commence à se parler, puis je sais que ça ne fait pas l'unanimité pour des raisons aussi légales, d'une certaine façon, mais je vais avoir ton avis. Puis c'est un article que je t'ai envoyé, mais je sais que probablement que tu l'as lu un peu. La BBC dit qu'il y a des entreprises qui songent sérieusement à donner des bonus aux employés qui vont venir travailler sur place. Pas au détriment, mais par rapport à ceux qui restent tout le temps, qui décident de rester le plus souvent à la maison. Donc, il y aura un avantage pécunier, financier à venir travailler. Et tu l'as dit, d'abord, effectivement, ça se fait. Bloomberg, actuellement, que la plupart des auditeurs connaissent, offre désormais aux employés là, du monde entier, parce qu'ils sont partout sur la planète, une indemnité journalière de 75$ par jour pour les déplacements. Alors, c'est une façon un peu, j'allais dire détournée. C'est-à-dire que pour les déplacements, ça peut être aussi aller chercher ton café Starbucks, payer ton gaz, oui. Tout. Mais à chaque fois que tu viens au travail, c'est pas le compte des dépenses habituel. On te donne sur les gains, c'est ça? Je te donne 75$ parce que, Gilles, si je parlais des deux c'est pas ans long de que tu le pandémie, dépenses aussi, là, c'est pas juste... ben, c'est ça. C'est que, dans le fond, là, depuis 2 ans, on a absorbé le coût de voyage. Hein? C'est-à-dire que je prends moins ma voiture, je la remplis moins souvent. Ben oui. Donc, j'achète pas un café en chemin, justement, je le fais chez nous. Et nos sets de pneus d'hiver et d'été font un an de plus, minimum. Facile. On extensionne un peu nos changements d'huile. On y va à cause du nombre de mois et non du kilométrage. Alors, fait que pendant 2 ans, là, cette économie-là, là, je l'ai... Au début, c'était une économie. Maintenant, elle fait partie... C'est plus une économie, elle fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que je fonctionne avec cet argent-là. Demain, tu me ramènes au bureau. Il faut que je recommence à mettre du gaz dans mon auto. Il faut que je me rachète un café, tu l'as dit. Il faut que je m'achète des fois, je vais oublier mon lunch. Des fois, je vais y penser. Un peu de linge, peut-être? Définitivement, j'en ai plusieurs qui me font plus. Alors, fait que... Mais il y a tout cet aspect-là que je vais devoir faire. Alors, fait que ça c'est une solution. Par contre, il y a l'aspect fiscalité qui entre en jeu rapidement dans ça. Puis là, il y a des gens qui se posent des questions. Alors, fait que là, il y a des gens qui ont commencé à dire, OK, est-ce qu'on peut s'y prendre autrement? Là, il y a des gens qui ont dit, si tu viens travailler au bureau, on va te donner 10 % d'augmentation salariale. C'est intéressant, Gilles, tu m'augmentes de 10 %. Mais est-ce que vraiment 10 % couvre la totalité de mes dépenses? Pas pour tout le monde. Non. C'est que quelqu'un qui faisait 200 000, probablement que 10 % il est correct. Là, mais il y a des gens... À 41, là, peut-être pas. Ben c'est ça. À 41, là, mon 10 % n'est pas assez pour compenser ce que ça me coûte plus cher. Le fait que tu me le proposes, Gilles... Ben, ça veut dire que là, ça devient un élément de négociation, en quelque sorte. C'est parce que toi, tu j'aurais le veux. pas pensé à Donc, ça. Ben, c'est ça, je comprends. Ben oui. Mais là, je vais te dire, Gilles, 10 passifs, tu vas me donner 15. Et alors, fait que, là, ça devient un enjeu. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que les entreprises qui ont fait ça veulent liquider, en quelque sorte. Alors, je te dis, Gilles, tu reviens au bureau, je vais te donner 10 %. Simon reste chez lui, je lui enlève le 10 %. Mais là, je vais finir par trouver une façon de dire que c'est pas juste, Gilles. C'est sûr, on est fait de même. Très facile. Là, je vais dire, c'est pas juste parce que Gilles, il reste proche du bureau. Puis il fait un profit avec son 10 %. C'est tough, hein? C'est ça qu'on se rend compte. C'est que malgré ces initiatives-là des employeurs, ben
dès que tu amènes quelque chose, il y a quelqu'un qui va trouver que c'est intéressant, mais il y a quelqu'un qui va trouver que finalement, c'est pas une si bonne idée de faire ça. Alors, fait que ça crée d'autres enjeux là, par rapport à tout ça. Mais tu vois que tout le monde essaie tout actuellement. C'est est-ce que je paye plus mon monde, des allocations? L'autre affaire, c'est que je voyais l'essence tout à l'heure, Gilles, qui était l'essence ordinaire qui était à 1,89,9. Ouais. Gilles, si je te pose la question, là, d'après toi, ça a-tu un impact aujourd'hui sur l'employé à qui on demande s'il veut retourner au travail? Ben, tu y penses certain. Écoute, C'est moi, sûr, on a tous autour de nous des gens qui ont dit pour la première fois de ma vie, mettons, exemple, telle voiture, puis tu n'as pas besoin d'avoir la plus grosse voiture au monde, là. Mais elle était pas mal vide, j'ai rempli, puis j'ai pété le 100$. T'entends ça? Jamais on est allé proche. Fait qu'imagine-toi, non, c'est sûr. Puis j'osais avec mon frère qui est en Allemagne, puis juste pour pas se rassurer, mais se faire un petit peu de bien pendant 3 secondes. Dites-vous que si vous êtes en France ou en Allemagne ou en Espagne, là, c'est 3$ du litre. Parce que là-bas, c'est au gallon tout le temps, mais 3$ du litre, le régulier. Nous autres, on est proche de 2, là. Fait que quand vous allez prendre votre voiture en location chez Evis France, à Nice, dans le Kiss and Go de 15 minutes devant l'aéroport, vous allez dire, oh! Je suis content d'avoir un char manuel diesel qui n'est pas trop gros. Parce que non, écoute, c'est vrai que mais pas que ça, hein, l'épicerie, puis tout rentre en ligne de compte. Tout ce qui va avec. Moi-même, mes déplacements, je regarde, j'ai recommencé à voyager pour le travail. Là. Okay. J'en ai quelques-unes, présentations à l'extérieur, et j'ai recommencé donc à réserver des chambres d'hôtel, puis ils ne sont pas donnés, les chambres d'hôtel, actuellement. C'est pas parce qu'ils ont été vides qu'ils sont donnés, là, je te confirme. Et récemment, je regardais, là, puis c'est pas cher, 188$ plus les taxes. Mais c'est pas donné non plus, 188$. Là. Puis je parle pas d'une belle chambre d'hôtel, là. Je parle de quoi de standard. Là. Puis je parle pas de... Je vais pas nommer le nom de la chaîne, là, mais c'est un hôtel de travail... Un genre de Holiday Inn, on sait ce que ça veut dire. Là. C'est toujours dans propre, correct, là, Comfort mais c'est rien Inn, d'extravagant, Comfort Inn, c'est ça, dans ces entreprises-là, qui sont toujours bien correctes. Pas dans un hôtel... C'est ça, c'est propre, c'est correct. Oui, parfait. Mais je n'étais pas dans un hôtel boutique fancy. Là, non. Alors, fait que moi, si demain matin, je suis travailleur, Gilles, puis j'ai mis mon essence à 100$, parce que je m'étais gâté, je m'étais acheté une voiture qui exigeait que je mette du super, et là, j'ai mis 100$, puis elle n'était même pas pleine. Mais non. Tu m'imposes de revenir au travail. Il y a du trafic. On s'en va dans une congestion pendant les prochaines années à cause des travaux et tout ça. Je commence à pas avoir beaucoup de plaisir à l'idée de retourner au travail. Mais, comme on disait tantôt, le parascolaire a recommencé. Je peux aller dîner avec mes chums de temps en temps. Je peux organiser un 5 à 7. Si tu m'offres le choix, ça se peut très bien que je décide d'y aller beaucoup, de rester beaucoup à la maison. Mais tu l'as dit, il y a tous les autres enjeux là, de créer, de transporter les valeurs, de s'assurer que les gens vont bien suivre ça. Puis les nouveaux employés. Je suis obligé de te dire que les jeunes, Gilles, qui ont intégré le marché du travail depuis 2 ans et que ça s'est fait en ligne, je les trouve exceptionnels. D'avoir développé une appartenance envers un employeur alors que tu es en ligne, tu ne rencontres pas tes collègues, tu n'as pas de discussion avec eux autres qu'à travers un écran. Sois autonome, discipliné, puis allumé. C'est tough, pas à peu près. Ils ont été exceptionnels, nos jeunes, de ce côté-là. Alors, fait que l'employeur, il a tout intérêt, effectivement, à être capable de ramener des gens au moins quelques jours par semaine au travail. Mais je peux te dire une chose, c'est que l'employeur, aujourd'hui, qui est sur ses mentalités à lui, sa mentalité à lui, en disant, écoute, c'est moi le boss, puis ça va se passer ici. Cette personne-là aura plus de personnel dans très peu de temps. C'est sûr. Je veux quand on parle du leadership, je sais que c'est une chose que tu touches beaucoup dans les conférences, mais parle-moi un peu de leadership en général. Est-ce que le leadership, c'est une affaire qu'on va acquérir? Est-ce que c'est contagieux? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça se développe bien? Et j'aime ça comment tu le présentes. Est-ce que c'est contagieux? Certainement. Est-ce qu'on vient au monde leader? Ça, je pense pas. Il y a des gens qui ont des prédispositions. Moi, je peux te dire que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont le potentiel d'être des leaders. Tout le monde. Une des choses qu'on se rend compte, d'abord, c'est l'attitude du leader va avoir une importance. Si j'ai une mauvaise attitude puis que je bourrasse sur tout, les gens vont avoir très peu envie de me suivre. Ça peut être utile pendant un certain temps, mais les gens vont avoir très peu envie de me suivre de ce côté-là. Alors, fait que, ce qu'on se rend compte, Gilles, c'est que d'abord, les leaders attirent les gens. Hein? C'est que les leaders, les gens ont envie de se coller à eux autres. C'est-à-dire que moi, je veux travailler avec Gilles Parent parce que je vais apprendre de lui, il a du métier, il va me partager certaines choses et tout ça. La personne, le leader qui est positif, parce qu'il est intéressant, c'est que
autour de lui, c'est agréable. C'est pas négatif, c'est agréable autour de lui. Et on se rend compte qu'il y a différents types de leaders. Et récemment, s'il y a un leader qui est apparu dans nos vies, finalement, on peut dire ça de même, au mois de février, qu'on avait très peu entendu parler de nom au mois de janvier, mais c'est Volodymyr Zelensky, qui est le président ukrainien, qui est absolument extraordinaire. Et quand on regarde ça, dans le fond, Volodymyr Zelensky a fait quoi? D'abord, il est là. Hein? On dit en anglais « show présent. up », il est là. Il est très, 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 très présent. Il s'est tenu debout, il n'a pas eu peur de s'affirmer. Il demeure positif, il est souriant. Il y a des gens qui sont surpris parce qu'ils disent que c'était un comédien, sauf que c'était pas n'importe quel comédien. C'est-à-dire qu'il produisait la plupart des films et des émissions dans lesquelles il travaillait. Donc, c'était déjà un leader. Hein? Zelensky, c'était déjà un leader. De haut niveau, pareil. De haut niveau, il dirigeait des gens, il avait recruté du monde, il avait encouragé ce monde-là à régler des conflits. Il y avait ça. Il a tout déjà fait ça dans sa vie, dans son ancienne vie, en quelque sorte. Mais on se rend compte qu'il y a différents types de leaders. Tu as le leader démocratique, hein? C'est que la personne qui dit on va y aller par vote, on demande l'opinion aux gens, qu'est-ce que vous en pensez? C'est souvent des gens qui vont organiser des comités. Ça, on va faire un comité pour travailler sur tel dossier. Et des leaders démocratiques, on en retrouve beaucoup dans différents ministères. Hein? On aime ça dans certains cas, là, justement. On organise ça, puis un comité, puis un autre comité, puis il va y avoir un autre comité qui va décider du comité. Quand ça ne marche pas, tu ne peux pas pointer une personne parce que c'est un comité. C'est beaucoup plus facile, en tout cas. Alors, fait que ça, c'est intéressant. T'as l'autocratique, que j'appellerais le vieux leader, mais il existe encore. C'est excuse-moi l'expression anglophone, c'est moi le boss. My way or the highway. On a déjà entendu des gens dire ça. Combien de fois j'ai des clients qui me disaient à une époque, moi, c'est my way or the highway, puis s'ils sont pas contents, ils s'en iront. Ben, ils sont partis déjà. Ben oui. Alors, fait que je peux pas être un leader autocratique parce que les gens veulent pas travailler pour moi, ça, c'est certain. J'inspire la peur plus que autre chose. Alors, fait que c'est pas un sentiment agréable pour les gens. On est dans une période où les gens veulent... Il y a du wokisme, peu importe ce qu'on a, mais les gens n'aiment pas le monde qui se font bourrasser et c'est souvent des gens qui vont bourrasser les individus, qui vont y aller de manière psychologique et aussi qui vont utiliser des termes pour faire en sorte qu'une personne va avancer peut-être sur la peur pendant un court laps de temps, mais après ça, elle va se décourager rapidement. Et on sait combien la santé mentale est importante de nos jours et à quel point les gens y sont attentifs. Les autocratiques attirent ces problèmes-là de façon incroyable. Alors, fait que ça, il y a ça. T'as les bureaucratiques, c'est les rois des procédures. Ça, on a parlé des comités, mais eux autres, c'est des procédures. Il y a une procédure pour toutes. Et puis, il y a des responsables pour toutes, mais des procédures. On a une procédure pour ça, et procédure pour aller à la salle de bain, une procédure pour... Et sérieusement, là, c'est pas les bons gestionnaires actuellement. Dans la période actuelle où on parle de flexibilité, où on sait que les gens ont perdu l'habitude de... Comment je pourrais dire ça? De me rapporter. Je ne sais pas si c'est le bon terme, Gilles. Je ne sais pas si tu saisis bien quand je dis me rapporter. C'est plus jeune, admettons que tes enfants sortaient, puis tu me tiendras au courant quand tu seras rendu. Oui, OK. J'ai fait dans le sens... Alors, fait que... Oui, un rapporteur, c'est correct. Me mêler, dans le fond, celui qui va être tes yeux et tes oreilles pour te dire... Bon, ben, on a perdu cette habitude-là pendant 2 ans. Alors, fait que là, si tu es très, très bureaucratique, tu ramènes des procédures. Tu as parlé de nonchalance tantôt. Sans se rendre à la nonchalance, il y avait quand même une attitude plus lousse. Hein? Tu l'as dit, on s'habille en mou. C'est plus relax. Puis là, demain, je retourne travailler chez toi et c'est procédure par-dessus procédure. Puis à toute minute, tu me dis, Simon, tu n'as pas suivi la procédure. C'est vraiment compliqué. L'autre chose, c'est que, là, je vais faire de la peine à du monde, mais les procédures éloignent les plus forts. C'est que l'employé que tu viens de recruter, tu engages une jeune femme là, de 26 ans qui sort des études, elle est pimpante, elle est enthousiaste face à l'avenir, elle a plein d'idées et elle se cogne vraiment le nez sur des procédures. Puis toutes les fois qu'elle veut faire de quoi ou qu'elle amène une initiative, on dit t'as pas respecté la procédure. C'est assez éteignoir, ça. C'est assez difficile pour la lancer. Hein. C'est comme si tu créais un syndicat alors qu'il n'y en a pas. Là, alors, fait que, pourquoi le créer à l'avance? T'as le transformationnel que j'aime beaucoup. C'est des gens qui prônent l'innovation et puis les initiatives, justement. C'est qui vont permettre à cette jeune femme-là de 26 ans d'un peu d'inventer sa job, ses tâches, puis de vraiment de pouvoir s'exprimer, à savoir entre ce qu'elle a appris puis ce qu'elle a à l'école et ce qu'elle a appris des autres maintenant avec lesquels elle travaille, mais que
on va lui parler beaucoup plus du résultat à atteindre que du chemin pour s'y rendre. Alors, fait que je t'engage, Gilles, demain, tu as 27 ans. Je veux dire, Gilles, voici la job qui est à faire. T'as fait comment, toi, tu sais? Puis là, je suis parfait, vas-y avec ça, puis on va voir comment ça va aller. Puis si ça va bien, ben ça va devenir la méthode agile, mais je suis à l'aise avec ça. Ça va me permettre de changer comme entreprise, ça me permet d'aller plus loin. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel employé qui rentre, c'est de l'air frais, hein? Et on ne devrait pas le contraindre. Il faut vraiment lui donner la chance de s'exprimer comme il faut. Tu as le leader transactionnel, c'est donnant-donnant. Lui, il n'y a rien de gratuit. Je te donne une journée, tu vas en travailler une autre. Okay. Ça ne marche plus. On voit souvent ça dans les plus petites entreprises où les gens sont... c'est la vieille méthode, hein? Vieille méthode. Souvent, les gens sont peut-être un peu moins instruits, moins scolarisés. Et alors, fait que ça va être comme ça. Tu vas avoir congé, trouve-moi quelqu'un pour te remplacer. Hein? Alors, fait que les employeurs vont souvent faire ça. Et on pense à des dépanneurs, on pense à plusieurs restaurants et je comprends que ça prend un poste, ça prend quelqu'un qui va être là, ça prend quelqu'un pour laver la vaisselle, je comprends tout à fait ça, mais ça peut pas être juste transactionnel. C'est qu'à un moment donné, là, c'est donnant, ça fait, mais à un moment donné, il y en a un qui voudra plus donner comme l'autre et puis on va être dans le trouble. T'as le leader qui est serviteur et quand je dis serviteur, je sais pas si tu as vu l'émission de télévision qui est apparue dans les dernières années qui s'appelle New Amsterdam. Ben oui. Et c'est extraordinaire. Hein? Oui, Puis, j'ai bien aimé. C'est très bien. Puis il y a une scène culte où, lorsque le type est nommé à la tête de l'hôpital, où il réunit tous les membres de l'hôpital. Ben oui, dans l'auditorium, là? Exactement. Ah oui, puis il y a une question, puis il dit « How can I help? Hein? Comment je peux aider? Oui. Et puis là, les gens, ils répondent pas personne. Puis il dit « Non. » Il dit « Allez-y, là. Comment je peux aider? » Puis il y en a un qui dit « Ben, on pourrait-tu améliorer la nourriture? » Ben oui, c'est réglé. Et puis là, il dit « Ah, voyez, c'est le fun. On joue ensemble. How can I help? Comment je peux aider? » Et c'est ça un petit peu le leader serviteur. C'est que lui, c'est comment je peux vous aider, moi, à être le meilleur dans votre job? Comment je peux vous aider à progresser dans ce que vous faites? Comment je peux vous aider à faire en sorte que notre entreprise soit la meilleure? Et c'est des gens qui attirent beaucoup les jeunes, entre autres, parce qu'ils ont l'impression de participer à quelque chose. C'est excitant pour eux autres. Et le fait qu'ils le demandent, c'est dit pas « voici ce qu'on va faire », c'est vous voulez que je fasse quoi finalement, là, c'est? Et ça devient fort intéressant. Devient très importante, la façon de le demander, bien oui. Parce que tu vas arriver peut-être aux mêmes objectifs, mais c'est inclus tout le monde. Tu sais, si je me promène demain, là, mettons que je suis nommé à la tête d'une entreprise, puis je vais voir chaque département, puis je dis, qu'est-ce que je peux faire? Sur le coup, les gens ne comprendront pas, mais qu'est-ce que je peux faire? On parlait de procédures, y a-t-il des procédures qu'on devrait faire tomber? Y a-t-il des choses qu'il n'y a pas? Y a-t-il n'importe quoi? Ça peut être très, très petit, mais le changement amène beaucoup. Les gens sont motivés par ça. Ils ont l'impression d'avoir participé au changement d'entreprise. Donc, ils se sentent imputables aussi. Et ça, c'est excessivement important comme sentiment de nos jours. Ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui parce que les gens restent moins longtemps. Donc, l'imputabilité peut être plus difficile. Et fait que ça, c'est un type de leader, moi, que j'aime beaucoup. Tu as le leadership du laisser-faire. C'est l'antithèse de la micro-gestion. C'est que lui, arrangez-vous. C'est un peu ça. Il y a des parents qui partaient pour le week-end puis disaient j'ai mis les plats dans le frigo, il y a des post-it dessus avec les. Ça, c'est 2 minutes 30, ça, il faut que tu le fasses de même. Puis c'est correct. Il faisait bien ça. C'était très, très, très. C'était de la micro-gestion. C'était la carte de crédit sur la table de la cuisine. Alors, fait que moi, c'était le frigo est plein, vous organiserez. Et puis, mais tu apprends à te débrouiller, par exemple. Oui. Est-ce que c'est parfait? Il n'y en a pas un style qui est parfait, mais moi, j'aime ça avec justement des gens qui reviennent de la COVID. C'est-à-dire qu'ils ont été 2 ans à la maison à faire pas mal ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, puis l'ouvrage se faisait. Alors, fait que tu leur dis, écoute, organisez ça comme vous voulez, il faut que l'ouvrage se fasse. Ouais. Alors, fait que si vous voulez travailler 2 jours, viendrez 2 jours. Si vous voulez travailler 3 jours, viendrez 3 jours. Et on se rend compte que les gestionnaires qui utilisent ce système-là actuellement, c'est que les employés, dans beaucoup des cas, ils n'iront pas au minimum, ils vont y aller au maximum. Et que des semaines, ils vont faire 4 jours au bureau, même 5 jours, parce que, admettons que lundi prochain, toi et moi, on travaille sur quelque chose, on est les 2 au bureau, puis on part sur une idée, tu as une idée intéressante, puis on part là-dessus. Ça se peut qu'on soit 3 semaines en ligne au bureau parce que tu as amené ça.
on va travailler sur le projet, il y a un échange qui est là, puis ça se passe bien. Puis là, tu n'as pas envie de laisser, là, tu sais. Et puis, oublie pas une chose, c'est que les générations des Z, c'est les gens qui ont binge-watché des émissions de télévision. Hein, ils n'attendent pas la semaine prochaine. Alors, fait qu'eux autres, là, quand ils partent sur une idée, sur une bébelle, là, combien de fois, moi, mes jeunes m'ont dit, hey, telle série, t'as-tu vu ça? Oui, j'ai commencé. Eh ben, moi, je me suis tapé au complet en fin de semaine. Comment? Puis, oui, c'était juste 6 saisons. Comment juste 6 saisons, c'est? Mais pour eux autres, c'est comme ça. Alors, fait que sont capables de faire du binge work aussi. C'est-à-dire que, justement, le lundi, si on embarque sur un projet qui est fait vraiment triper, là, tu n'auras pas besoin de leur dire de venir passer 2 jours au bureau. Ils vont passer 5 jours. Hein. Et c'est pour ça que, même dans l'organisation, Simon, excuse-moi de t'avoir arrêté là. Vas-y. Quel est là? Il y a des entreprises, je parlais tantôt, parce que quand je suis allé à Seattle, j'ai eu la chance de visiter des bureaux où le modernisme et l'avant-gardisme étaient de mise. Il y a Microsoft qui est là, Amazon, toutes les grosses compagnies sont là, il n'y a pas de doute, mais je voyais que à la guise des employés, c'était 24 heures par jour, c'était ouvert. Donc, tu avais un système où tu pouvais rentrer, puis mettons, toi, tu dis, regarde, je suis fatigué, je vais dormir de 4 à 9, puis à 10 heures, ben, tu as pris un bon café de 10 heures du soir, puis toi, tu clenches de 10 à 8 le lendemain. L'ouvrage doit se faire. Fait que, eux autres, c'est 24 heures, pas tous les bureaux partout, mais ceux qui font surtout du travail à l'ordinateur et autres, qui ont besoin de soutien, qui n'ont pas besoin de soutien technique constant, ils peuvent travailler 24 heures par jour. Fait que dans la lignée de tout ce qu'on a dit depuis le début du balado, si un patron permet ça, il y a des gens qui ça ferait leur affaire. De dire, écoute, moi, j'ai quelque chose l'après-midi, j'ai un match de hockey à 3 heures, mais moi, après mon match, je prends une petite bière, pas plus que ça, un souper, à 8 heures, je reviens, je vais finir à minuit, 1 heure, je m'en fous. Ça va être fait. C'est juste, ça va dans la même lignée. Si ton patron est ouvert, c'est plutôt dans le laisser-faire et dans le charisme, parce que lui, il a confiance, mais il te fait confiance, c'est bien. Ben, je trouve ça fantastique ce que tu amènes là. Puis il y a une chose qui est certaine, c'est que faut pas oublier que près de 38 % de la population québécoise est célibataire. Alors, vit seul à la maison. Alors, si moi, je vis seul à la maison, là, puis effectivement, tu parlais de la game de hockey, là, c'est le fun à savoir qu'après ça, j'ai des collègues qui vont être là. Ça se peut, je dis, Gilles, vas-tu être là si je reviens vers 10 heures? Moi, je reviendrai. C'est probable que tu ne seras pas tout seul. Ben non, puis ça devient plus juste on va travailler, ça devient comme une activité comme une autre qu'on aurait planifiée. Et c'est pour ça que les employeurs devront faire attention. Puis le 8e style, ben, c'est de leader, c'est le charismatique. Et c'est là que tu dois être charismatique. Zelensky est certainement charismatique, mais il faut être charismatique aujourd'hui parce que... il y a déjà sa photo d'imprimé sur le Time l'homme de l'année. Ça se peut-tu? 2022? Écoute, il n'y a pas grand monde qui peut y enlever, d'après moi? Je vois pas comment est-ce qu'on pourrait lui enlever, là, à moins que demain sortirait une histoire macabre. Là, sauf qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que il est certainement inspirant. Moi, ça m'inspire dans ce que je fais. Et je trouve qu'on doit s'en inspirer sur plusieurs choses. C'est que, c'est pas rien, Gilles. Là. On parle de de plus de 12 millions de gens qui sont déplacés, 5 millions qui sont sortis du pays. C'est plus de 7 millions qui sont allés d'une ville. Alors, mettons, j'habitais à Rimouski, la guerre est rendue là, je m'en vais chez mon beau-frère à Gatineau. On va aller chez Luc Dupont à Gatineau, et tout chez Luc. Et puis, on aurait peut-être dû lui demander d'avance, mais on s'en va tous chez Luc. Mais on va dire qu'on est des leaders du laisser-faire. Et puis, mais Luc, c'est un gars rigoureux, il va faire le ménage derrière nous, il n'y a pas de souci. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que on se rend compte, c'est quand même 7 millions. Écoute, c'est une fois et demie la population québécoise qui était déplacée, soit à l'interne, à l'extérieur du pays. Puis pas en 3 ans, tu comprends? C'est en quelques semaines. Et tu regardes les gens, et puis ils disent, non, je suis là pour défendre mon pays. Je suis un dentiste, puis je reste pour défendre mon pays. Je suis un chanteur, je reste pour défendre mon pays. Et les femmes qui sont interviewées, puis disent, mon mari est resté derrière pour défendre le pays. Et je suis à l'aise avec ça. Je suis consciente que je peux le perdre, mais je suis à l'aise avec ça. Il faut que tu sois très, très charismatique. Mais en 2022, il faut que tu sois, peu importe le style que tu vas choisir comme leader, soit autocratique ou un peu, il faut que tu sois charismatique. Il faut que tu deviennes un symbole qui va inspirer et non étouffer les gens. Et Martin Saint-Louis est un leader charismatique actuellement avec le Canadien. À long terme, ça donnera quoi? Je ne le sais pas, mais au début, on a senti qu'il avait amené quelque chose. Il a comme ramené... les joueurs semblaient jouer avec plus de confiance et tout ça. Et puis, les gens
semble avoir envie de le suivre. Il est Parce charismatique. que, d'abord, ce qu'il a fait, lui, il s'est battu parce qu'il était petit. Oui. Il a dû se faire dire toute sa vie, il est trop petit, jamais tu vas faire la Ligue nationale. Ça, c'est motivant, mais c'est la réalité. Puis il a battu à peu près tout ce qu'il y avait comme pronostic sur lui. Puis il a gagné à peu près tout ce qu'il y avait. Fait que le mot, c'est respect. Quand tu arrives dans le vestiaire, tu es un gars de même. Là. Au minimum, tu as un respect. L'exemple qu'il peut te donner, il a fait des choses que tu n'as pas faites. Il a fait plus que probablement tu vas faire dans ta vie. Fait que, c'est en bon québécois, on dit tu t'assois, puis t'écoutes, puis ta gueule, hein, écoute. T'as envie de l'écouter. Oui, t'as envie de l'écouter, puis t'as envie de faire ce qu'il dit. Hey, monsieur Simon, il y a tellement de choses qu'on n'a pas dit aujourd'hui qu'on va être obligé de se faire un autre podcast. Ben, oui, ça n'a pas de bon sens. Mais quel plaisir. Merci beaucoup, Simon. Gilles. C'est très gentil. Écoute, on se reprend. Simon, on va écouter ça bientôt. ensemble avec bonheur. Salut aux auditeurs et auditrices du podcast.